Mes parents ont manqué aux funérailles de mon mari pour assister à la fête de promotion de ma sœur, la petite fille dorée. C'est alors que j'ai coupé tout lien avec eux, mais cela ne les a pas empêchés de venir me demander de partager l'héritage de mon défunt mari. Je m'appelle Elae, au cours des 2 dernières années, j'ai vu mon mari, Marc, se décomposer lentement. Quand nous avons reçu le diagnostic initial de cancer de l'estomac, je me souviens d'avoir eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Marc n'avait que 38 ans, il était prospère dans sa carrière de banquier d'investissement, et nous avions un magnifique fils de 9 ans, Yen. Nous étions censés avoir des décennies devant nous. La seule petite bénédiction de ce cauchemar était que le succès financier de Marc signifiait que nous pouvions nous permettre les meilleurs traitements disponibles. Nous avons fait venir des spécialistes de tout le pays, essayé des thérapies expérimentales, et n'avons pas lésiné sur les dépenses. Mais au fil des mois, il est devenu évident que tous ces traitements ne faisaient que gagner du temps, sans offrir de réelles solutions. Tout au long de cette épreuve, les parents de Marc, Linda et Robert, ont été notre soutien. Ils vivaient à seulement 20 minutes et étaient présents sans hésitation lorsque les choses devenaient difficiles. « Je vais chercher Yen à l'école aujourd'hui », disait souvent Linda les jours où Marc avait des traitements. « Ne t'inquiète pas pour le dîner, je n'ai même pas préparé de lasagne. » Yen tirait souvent sur ma manche lorsque je le bordais le soir, son regard empli d'espoir et d'effroi. « Maman, quand papa va-t-il aller mieux ?» Je ne savais jamais quoi répondre. Comment dire à un enfant que son père est en train de mourir? Je caressais donc ses cheveux et disais, « Les médecins font de leur mieux, mon chéri. » Mes propres parents, en revanche, étaient une toute autre histoire. Ma mère, Karen, et mon père, David, vivaient aussi près que les parents de Marc, mais ils auraient pu être sur une autre planète. « Maman, peux-tu prendre Yen à l'école aujourd'hui ?» Marc a une mauvaise réaction à la chimiothérapie et Linda a un rendez-vous avec le médecin. « Oh, je suis désolé, mais nous avons promis d'aider ta sœur à chercher un appartement aujourd'hui. Tu sais comment Jessica est quand elle est stressée. Ça avait toujours été Jessica. C'était comme ça depuis mon enfance. À 7 ans, mes parents avaient raté ma pièce de théâtre scolaire parce que Jessica avait un rhume. À ma remise de diplôme du lycée, ils étaient partis juste après la cérémonie pour assister au récital de danse de Jessica, même si elle n'y était qu'une figurante. J'avais fini par m'y habituer. Au fil des ans, Marc était devenu ma famille, et ses parents m'avaient traité plus comme une fille que les miens ne l'avaient jamais fait. Alors, lorsque l'état de Marc s'est détérioré le mois dernier, je me suis préparé à l'inévitable, entouré de la famille que j'avais choisie. La nuit où Marc est mort, je tenais sa main. Sa respiration était devenue superficielle des heures auparavant et l'infirmière de soins palliatifs m'avait prévenu que cela ne tarderait pas. Elle murmura, sa voix à peine audible, « Prends soin d'Yen, tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Ce furent ses dernières paroles. Je suis resté là des heures, tenant sa main pendant qu'elle se refroidissait, incapable de réaliser que mon compagnon de 12 ans était parti. Linda et Robert sont arrivés à l'hôpital 1 heure après mon appel, leurs visages marqués par la même douleur qui me dévorait. « Nous sommes là, ma chérie, » dit Linda en m'enlaçant. « Nous serons toujours là. » Cette nuit-là, j'ai envoyé un texto à ma mère, « Marc est décédé cette nuit. » Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard, « C'est terrible. » Sans appel, sans proposition de venir, sans question sur nous deux, Isen et moi. Juste 2 mots. Mais j'étais trop engourdi pour m'en soucier. J'avais un enterrement à organiser, un enfant à consoler et une vie à reconstruire d'une manière ou d'une autre. Les jours qui ont suivi la mort de Marc se sont écoulés dans un tourbillon de préparatifs funéraires, de paperasse et d'explications à Yen sur le fait que son père ne rentrerait pas à la maison. Linda et Robert étaient présents à chaque étape, prenant des appels à la maison funéraire lorsque je n'arrivais pas à trouver les mots, et s'asseyant avec Yen lorsqu'il avait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Le jour avant les funérailles, je me noyais dans les détails. La maison funéraire avait besoin de décisions finales sur le programme, des parents éloignés appelaient pour obtenir des directions et je devais encore récupérer le costume d'Yen. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis la mort de Marc. Je dois demander à mes parents de garder Yen, dis-je à Linda alors que nous étions assises à ma table de cuisine, entourées de cartes de condoléances. Toi et Robert faites déjà beaucoup. J'ai emmené Yen chez mes parents en répétant ce que je dirais une fois là-bas. Ma mère a ouvert la porte, vêtue d'une veste légère et avec son sac déjà en main. « Ce n'est pas un bon moment, dit-elle, ne nous invitant même pas à entrer. Maman, s'il te plaît, c'est juste pour quelques heures. Je dois finaliser tout pour les funérailles. Nous avons eu ces plans pendant des semaines.
Mon père, apparaissant derrière ma mère, a interrompu, nous ne pouvons pas annuler maintenant. Avant que je puisse discuter davantage, ils se sont tous les deux enfuis, fermant la porte à clé derrière eux. Nous devons vraiment y aller, a déclaré ma mère avec fermeté. Je suis sûr que tu peux trouver quelqu'un d'autre. Ils se sont précipités vers leur voiture sans même un au revoir à Yen, qui se tenait là, confus et peiné. Une fois parti, j'ai appelé mon amie Sarah, qui a immédiatement accepté de le garder. Après avoir laissé Yen chez Sarah, ma curiosité l'a emporté sur moi. J'ai fait un détour par la maison de mes parents sur le chemin du retour. Les lumières étaient allumées et la Mazda rouge de Jessica était garée dans l'allée. Alors c'était ça le plan important, murmurai-je pour moi-même, un rire amer s'échappant de mes lèvres. Il n'était pas occupé du tout, il préférait simplement aider Jessica plutôt que de me soutenir moi. Même maintenant. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message au groupe de WhatsApp de ma famille. Les funérailles de Marc ont lieu à 11h jeudi à la chapelle Grand. Un petit potluck suivra le service. J'ai vu les petits vignettes de lecture apparaître à côté des noms de mes parents et de Jessica. Personne n'a répondu. La veille des funérailles, l'anxiété m'a poussé à appeler ma mère directement. « Maman, as-tu vu mon message concernant les funérailles demain ? Ça commence à 11h. » Il y a eu une pause au bout du fil. « Oh, je suis désolé, mais nous ne pourrons pas venir. Jessica a réservé plusieurs tables chez Emilio pour célébrer sa promotion à midi et nous sommes déjà engagés. » J'ai failli laisser tomber le téléphone. « Maman, on parle des funérailles de Marc. » « Marc ? Qui a payé les réparations de ta maison il y a 3 ans quand le toit s'est effondré ? Marc ? Qui fait partie de notre famille depuis plus d'une décennie ? C'était il y a longtemps, a répondu ma mère froidement. Nous devons nous concentrer sur les vivants, pas sur les morts. Jessica a besoin de notre soutien en ce moment. Avant que je puisse répondre, elle a immédiatement raccroché. J'ai composé le numéro de Jessica, ma main tremblant de colère et d'incrédulité. « Allô » répondit-elle, visiblement irritée que je gâche sa soirée. « Jessica, maman dit que tu organises une fête demain à la même heure que les funérailles de Marc. Tu ne peux pas la reprogrammer ou au moins la retarder pour qu'il puisse t'assister au service en premier ? » Pas question, a-t-elle répondu avec mépris. Je ne peux pas changer la réservation maintenant, tout le monde a déjà confirmé, et cette promotion est très importante. Ce n'est pas comme si je pouvais reprogrammer une fête de funérailles ou quoi que ce soit d'autre. Une fête de funérailles, répétai-je, ma voix s'élevant. Mon mari est mort, Jessica. L'homme qui a financé toute ton éducation. C'était il y a longtemps, a-t-elle dénigré. Regarde, ma promotion est plus importante qu'un enterrement. Les gens meurent tous les jours. Elle a également raccroché. Je me suis retrouvé là, dans ma cuisine, le téléphone toujours à la main, complètement abasourdi quand, pour enfoncer encore plus le clou, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. Arrête de presser ta sœur, sa célébration est plus importante qu'un enterrement. Elle a travaillé dur pour cette promotion. Le jour des funérailles de Marc, le soleil brillait, un moqueur face à l'obscurité que je ressentais à l'intérieur. Le service était magnifique dans sa simplicité. Marc n'avait jamais été enclin aux grandes effusions, et la modeste chapelle était pleine de personnes qui se souciaient réellement de lui, collègues, amis, voisins et famille, sa famille. Pendant l'éloge funèbre, j'ai parlé de la générosité de Marc, de sa bonté et de sa dévotion indéfectible à notre fils. Yen était assis entre Linda et Robert, qui lui prenaient les mains pendant que les larmes coulaient sur son visage. Après le service, plusieurs personnes sont venues vers moi, offrant leurs condoléances et s'enquérant de l'absence de mes parents. « Je suis surpris de ne pas avoir vu tes parents », a dit un camarade de Marc à l'université. « Ils sont malades ? » « Ils avaient un engagement préalable », répondis-je rigide, ne voulant pas donner plus de détails. Linda remarqua mon mal-être et passa doucement la conversation à autre chose. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise seule dans le salon, entourée de cartes de condoléances et d'arrangements floraux. La maison semblait incroyablement vide sans Marc, le silence était si lourd qu'il en devenait douloureux. Mon téléphone vibra avec un message de Jessica, « J'espère que les funérailles se sont bien passées. » Maman avait posté des photos de sa fête. Je suis devenue directrice des comptes, sans condoléances, sans reconnaissance de ce qui venait de se passer, juste une célébration de son succès, accompagnée d'émojis festifs. J'ai éteint mon téléphone sans répondre et suis montée à l'étage pour voir comment allait Yen. Il dormait profondément,
serrant l'ours en peluche que Marc lui avait offert pour son dernier anniversaire. Je me suis glissé dans le lit à ses côtés, trouvant du réconfort dans le rythme régulier de sa respiration. Au cours de la semaine suivante, je me suis mouvé dans la vie comme dans un brouillard. Linda et Robert venaient tous les jours, apportant de la nourriture, emmenant Yen au parc, m'aidant à trier les affaires de Marc. Mes parents n'ont pas appelé une seule fois, ni pour demander des nouvelles de leur petit-fils, ni pour voir comment j'allais. Rien. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel de l'avocat de Marc, Monsieur Simons. Madame Turner, il est temps de parler du testament de Marc, expliqua-t-il. Il a été assez minutieux dans ses préparatifs et m'a demandé de venir demain après-midi pour la lecture. J'ai accepté et ensuite appelé Linda et Robert pour les inviter. Ils avaient été mentionnés dans le testament, bien sûr, et Marc aurait voulu qu'ils soient là. Le lendemain, Monsieur Simons est arrivé à notre maison à 14 heures précises, portant une mallette en cuir et arborant une expression sombre qui s'est adoucie lorsqu'il a vu Yen. « Votre père parlait souvent de vous », a-t-il dit à mon fils en lui serrant délicatement la main. Il était très fier de vous. Nous nous sommes tous installés dans le salon, moi, Yen, Linda et Robert, prêts pour ce que j'espérais être une lecture simple. Marc et moi avions beaucoup discuté de ses désirs pendant sa maladie, donc il n'y aurait pas de surprise. Mais juste au moment où Monsieur Simons allait commencer, la sonnette a retenti. « Attendez-vous quelqu'un d'autre » demanda Linda, l'air perplexe. Je n'ai pas répondu, tout aussi déconcerté en me dirigeant vers la porte. J'ai failli claquer la porte au nez de mes parents et de Jessica, qui se tenaient sur le porche, tous avec des expressions de sympathie exagérées. « Que faites-vous ici » ai-je demandé sans détour. « Nous avons entendu parler de la lecture » dit ma mère, essayant de regarder au-delà de moi vers la maison. Marc n'était pas un étranger pour nous, tu sais. Nous avons le droit d'être ici. Un droit, répétai-je, incrédule. Ils n'ont pas jugé utile d'assister à ses funérailles, mais ils se croyaient en droit d'assister à la lecture de son testament. Mon père se racla la gorge, et dit, « Il n'y a pas besoin de rappeler de vieux griefs. Nous sommes ici pour te soutenir. » Me soutenir, ricanai-je amèrement. C'est riche. Mais avant que je puisse refermer la porte, ma mère m'a doucement poussé, suivie de près par mon père et Jessica. Nous sommes une famille, dit-elle fermement, comme si cela expliquait tout. Je restais là, choqué par leur audace, alors qu'ils se dirigeaient vers le salon. Les visages de Linda et Robert s'assombrirent en voyant qui était arrivé. « Que font-ils ici » murmura Robert quand je revins. « Je n'en ai pas la moindre idée » répondis-je, ma main tremblant de colère, mais je ne voulais pas faire de scène devant Yen. Monsieur Simons, toujours professionnel, leva simplement un sourcil avant de continuer, « Nous devons procéder à la lecture du testament. » Mes parents et Jessica s'assirent sur le canapé en face de Linda et Robert, tandis qu'Yen prenait place sur un fauteuil. La tension dans la pièce était suffocante. Moi, Marc-Andrew Turner, étant sain d'esprit, déclare que ceci est mon dernier testament, commença Monsieur Simons en lisant le document formel. Marc avait tout soigneusement organisé. À ses parents, il laissa $200 000, une somme suffisante pour leur assurer une retraite confortable et les remercier de leur soutien indéfectible tout au long de notre mariage et de sa maladie. Nous ne nous y attendions pas, commença Linda, sa voix tremblante tandis que Robert lui serrait la main avec force. Puis vinrent les principales dispositions, il me laissa notre maison, 2 appartements en centre-ville dont je n'étais même pas au courant, et $400 000 en actifs liquides. Les appartements génèrent des revenus locatifs significatifs, expliqua Monsieur Simons. Marc les a achetés comme investissement il y a 3 ans. Je restais là, stupéfaite par l'ampleur de la planification de Marc. Il avait veillé à ce qu'Yen et moi soyons financièrement en sécurité, quoi qu'il arrive. Alors que Monsieur Simons continuait à lire, je remarquai que l'expression de ma mère passait d'une légère sympathie à un intérêt inavoué. Jessica se redressa soudain, attentive. Lorsque l'avocat eut fini, ma mère applaudit, « Eh bien, ce sont des nouvelles merveilleuses, n'est-ce pas ? Tu es maintenant assez riche. » La pièce tomba dans un silence choqué. Linda et Robert la regardèrent, atterrés. « Je veux dire, » continua ma mère, inconsciente de la tension, « avec 2 appartements et tout cet argent, tu pourrais certainement aider la famille. Jessica a du mal avec son loyer, n'est-ce pas, ma chérie ? » Jessica hocha la tête avec enthousiasme. « C'est tellement cher de nos jours, et tu as 2 appartements inoccupés. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon mari n'était même pas encore froid dans sa tombe,
et ils étaient déjà en train de lorgner ses biens. Tu devrais donner l'un de ces appartements à Jessica, intervint mon père, comme si c'était la suggestion la plus raisonnable qui soit. Pourquoi en as-tu besoin, de toute façon? Je me levai lentement, les poings serrés à mes côtés. Vous parlez sérieusement? Vous avez manqué aux funérailles de Marc pour aller à une fête. Vous m'avez ignoré, moi et Yen, pendant une semaine, puis vous êtes apparu sans y être invité à la lecture de son testament pour exiger sa propriété. Maintenant, ça suffit, commença mon père sur un ton condescendant. Pas besoin d'être égoïste. Tu es seul maintenant, mais tu as toute cette richesse. Tu devrais la partager. Égoïste, répétai-je, ma voix montant d'un ton. Je ne suis pas seul. J'ai Yen. Et tout ce que Marc a laissé est pour l'avenir de notre fils. Chaque centime sera destiné à garantir qu'Yen ait la meilleure éducation, les meilleures opportunités, la meilleure vie que son père ne peut plus lui fournir. J'observais mes parents et ma sœur échanger des regards, leurs yeux clignant vers Yen avec quelque chose qui ressemblait perturbant au ressentiment. Tu es ridicule, rétorqua ma mère. Jessica a besoin d'aide maintenant, pas d'un enfant qui n'ira même pas à l'université avant des années. Cet enfant est ton petit-fils, intervint Robert, la voix tendue de colère. Son père vient de mourir. Le visage de ma mère se déforma de colère. Ne me dis pas comment traiter mon propre petit-fils, lança-t-elle à Robert. Nous sommes dans cette famille plus longtemps que toi. Pourtant, vous montrez remarquablement peu d'intérêt à en faire partie, répondit Linda froidement. Ça suffit, dis-je fermement, ma patience atteignant enfin ses limites. Yen, peux-tu monter dans ta chambre pendant un moment? Prends Monsieur Simons avec toi pour lui montrer tes modèles d'avion. L'avocat, clairement soulagé d'échapper au drame familial, se leva rapidement et prit la main d'Yen. J'adorerais voir ta collection, jeune homme. Une fois hors de portée des oreilles ennemies, je me retournai vers mes parents et ma sœur, ne me retenus plus. Comment osez-vous entrer dans ma maison, quelques jours après les funérailles de mon mari, auxquelles vous n'avez même pas assisté, pour exiger son argent? Marc a travaillé toute sa vie pour nous maintenir, moi et Yen. Il a lutté contre le cancer pendant 2 ans et pendant tout ce temps, quel soutien avez-vous offert? Aucun. Vous n'avez même pas pris le temps de garder Yen quelques heures. Ce n'est pas juste, commença mon père, mais je l'interrompis. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que Marc a dépensé des milliers de dollars pour réparer votre toit quand il s'est effondré pendant cette tempête il y a 3 ans. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'on a payé toute l'éducation universitaire de Jessica alors qu'ils affirmaient ne pas pouvoir se le permettre. Laissez-moi être parfaitement clair, je ne vous donnerai rien de l'argent ou de la propriété de Marc, ni maintenant ni jamais. Chaque centime sera destiné à soutenir Yen et à sécuriser son avenir. C'est ce que Marc voulait et c'est ce qui se produira. Le visage de ma mère se contorsionna de rage. Ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, maman? Nommez une chose, un seul acte de bienveillance. Elle ouvrit et ferma la bouche, incapable de trouver une réponse. Voilà ce que je pensais, dis-je doucement. Je crois qu'il est temps que vous partiez. La porte se ferma brusquement derrière eux et je m'effondrai sur le canapé, soudain épuisé. Tu as bien fait, dit Robert, sa voix douce mais ferme. Ai-je bien fait? Ce sont mes parents et Jessica reste ma sœur. La biologie ne fait pas la famille, dit Linda en s'asseyant à mes côtés et en prenant ma main. L'amour fait la famille. Être là pour elle dans les moments difficiles, c'est sa faire famille. J'acquiesçai, sachant qu'elle avait raison, tout en ressentant encore la douleur du rejet qui m'avait suivi toute ma vie. Plus tard ce soir-là, après que Linda et Robert soient rentrés chez eux et qu'Yen dormait, je m'assis devant mon ordinateur et vis que ma mère m'avait tagué dans un post sur les réseaux sociaux. Elle était désemparée parce que sa fille aînée était devenue si avide et égoïste après la mort de son mari, refusant d'aider sa sœur en détresse alors qu'elle avait maintenant 2 appartements dans le centre-ville et beaucoup d'argent. La richesse matérielle l'a changée. Je restais là, fixant l'écran, voyant arriver des commentaires de sympathie de la part de la famille et des amis qui ne connaissaient que la version déformée de l'histoire que ma mère leur avait racontée. Ne la laissez pas s'en tirer. La famille doit aider la famille. Pauvre Jessica, elle lutte toujours alors qu'elle a tout. Je ressentis une vague de colère, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. C'était un nouveau niveau bas, même pour ma mère, essayant de me faire honte publiquement pour que je donne l'argent de Marc. Je pris une grande inspiration et commençai à écrire.
Si ma mère voulait déballer les salissures de notre famille en public, alors je donnerais au public la version complète et non expurgée. J'étais restée silencieuse trop longtemps, mais puisque ma mère avait choisi de rendre publics nos problèmes familiaux, je sentais que je devais répondre. Il y a 3 jours, nous avons enterré mon mari Marc après sa bataille de 2 ans contre le cancer de l'estomac. Mes parents et ma sœur n'ont pas assisté à ses funérailles. Pourquoi? Parce que ma sœur avait programmé une fête pour célébrer sa promotion le même jour et estimait que c'était plus important. Pour ceux qui ne le savent pas, Marc a aidé financièrement mes parents à de nombreuses reprises au fil des ans, y compris pour des réparations importantes de leur maison et en finançant toute l'éducation universitaire de ma sœur. Pourtant, quand j'avais besoin d'aide pendant sa maladie, même seulement pour garder notre fils quelques heures, ils étaient toujours trop occupés. Hier, mes parents sont apparus sans être invités à la lecture du testament de Marc. En apprenant qu'il avait veillé à ce que moi et notre fils soyons financièrement en sécurité, ils ont immédiatement exigé que je donne l'une de nos propriétés locatives à ma sœur, car, je cite, « Elle en a plus besoin qu'un enfant. » Ce « enfant » est son petit-fils de 9 ans qui vient de perdre son père. Je partage ceci non pas pour les blesser, mais parce que je suis fatigué d'être peinte comme la méchante dans une histoire où j'essaie simplement d'être une bonne fille, sœur, épouse et mère. L'argent de Marc sera utilisé pour l'éducation et l'avenir de notre fils, comme il le souhaitait. J'espère que cela clarifie les choses. J'ai joint les captures d'écran que j'avais gardées, y compris le message où ma mère disait que la fête de Jessica était plus importante que les funérailles de Marc, et plusieurs textos où il refusait d'aider pendant sa maladie. Mon doigt resta en suspens au-dessus du bouton publier pendant plusieurs secondes avant que je finisse par cliquer. En quelques minutes, les commentaires sur la publication originale de ma mère changèrent radicalement de ton. « Karen, est-ce vrai? Tu as raté les funérailles de ton gendre pour une fête? Je ne peux pas croire que tu attends qu'elle offre des biens destinés à son fils. » Ces messages textes sont choquants. Comment as-tu pu dire qu'une fête est plus importante qu'un enterrement? Les appels et les messages affluent toute la nuit, des membres de la famille et des amis exprimant leur surprise face au comportement de mes parents et offrant leur soutien. Ma mère essaya d'affirmer dans les commentaires que je mentais, mais les captures d'écran parlaient d'elles-mêmes. Elle finit par supprimer complètement sa publication originale, mais les dégâts à sa réputation étaient déjà faits. Le lendemain matin, je me réveillais avec des dizaines d'appels manqués de mes parents et de Jessica. Je bloquais leurs numéros sans écouter leurs messages vocaux. Quoi qu'ils aient à dire, je n'étais pas intéressé à l'entendre. Au cours des semaines suivantes, ils tentèrent tout pour me contacter, des courriels suppliant le pardon, mais continuant à demander de l'argent, des messages via des amis communs, même des visites inopinées à notre maison. À chaque fois, je restais ferme dans ma décision de les exclure de nos vies. Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas, demandai-je à Linda une après-midi, alors que nous regardions Yen jouer dans le jardin. Les gens changent rarement, répondit-elle honnêtement. Pas fondamentalement, en tout cas. C'était étrange. J'avais toujours pensé que j'avais besoin de leur approbation, de leur amour. J'avais passé toute ma vie à essayer de le mériter, mais maintenant tu reconnais ta propre valeur, conclut-elle à ma place, et tu vois qu'Yen mérite mieux que de répéter ce cycle. 6 mois après la mort de Marc, la vie s'était installée dans une nouvelle normalité. Linda et Robert demeuraient des éléments essentiels dans nos vies, se joignant à nous pour nos dîners dominicaux et aidant aux activités scolaires d'Yen. J'avais commencé à gérer les propriétés locatives que Marc nous avait laissées, découvrant une satisfaction inattendue dans ce travail. Les appartements en centre-ville se révèlent être d'excellents investissements, fournissant un revenu stable qui complétait ce que j'avais mis de côté pour l'éducation d'Yen. J'ai également investi une partie de l'argent dans des actions d'entreprise en lesquelles Marc avait toujours cru, observant avec satisfaction les dividendes arriver. Quant à mes parents et Jessica, j'entendais de temps en temps des nouvelles à travers le réseau familial. Ils luttaient financièrement. Apparemment, Jessica avait perdu son emploi et mes parents se plaignaient des coûts de la retraite. Chaque fois que le messager insinuait maladroitement que peut-être je pourrais les aider, ma réponse était toujours la même, je suis désolé d'apprendre qu'ils ont des problèmes, mais ma responsabilité est envers mon fils. Certains me qualifièrent de froide ou implacable. Peut-être que je l'étais, mais quand je voyais Yen grandir, plus fort et plus heureux chaque jour, entouré de personnes qui l'aimaient vraiment, je savais que j'avais pris la bonne décision. Une nuit, alors que je l'arborais dans son lit, il me posa une question qui me prit par surprise. « Maman, est-ce que tu manques à grand-mère Karen et grand-père David ?» Je marquai une pause, réfléchissant à comment répondre honnêtement sans le surcharger de problèmes d'adulte. « Je regrette la relation que j'aurais aimé avoir, dis-je finalement,
mais pas celle que nous avons vraiment eue. Il acquiesça, semblant comprendre plus que ce qu'un enfant de son âge devrait avoir à gérer. Je suis content qu'on ait grand-mère Linda et grand-père Robert. Moi aussi, mon ami. Moi aussi. Certaines personnes ne comprendraient jamais pourquoi j'avais exclu ma famille biologique de ma vie. Elles n'avaient jamais vécu la constante déception, le schéma de favoritisme à long terme, la douloureuse compréhension que certaines personnes sont simplement incapables de mettre les autres en premier. Mais je le comprenais. Et surtout, j'avais brisé le cycle. Yen grandirait en connaissant sa valeur, entouré de personnes qui montraient leur amour par des actions, pas seulement par des mots. Des personnes qui étaient présentes quand cela comptait, qui ne mettaient pas de conditions à leur soutien, qui ne le considéraient pas comme un moyen d'atteindre une fin.